Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez pas fait une indigestion de chocolat, parce que logiquement, on était Pâques. Donc du coup, je pense que vous avez profité un petit peu quand même de ce moment pour manger un petit peu plus de bêtises. Hein. C'est le moment de se faire plaisir, un peu comme aux fêtes de Noël, etc. Enfin bon bref, pourquoi j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, comme le rendez-vous à chaque fois. D'ailleurs, ce podcast a failli pas voir le jour parce que vu que moi j'enregistre le lundi et que les jours fériés j'ai décidé de ne pas travailler, c'était un peu compliqué. Donc du coup le podcast est enregistré avant Pâques. Donc du coup tout ce que je viens de dire, c'est un peu je vais dans le futur en fait. Ça se trouve, il y aura d'ici là une catastrophe qui fera qu'il y aura pas d'œuf de Pâques pour personne. Bref, voilà. Le premier article que j'avais envie alors il y a deux articles, une question d'un auditeur. Le premier article c'est sur le cynisme des fast-food dans le viseur d'Olivier Véran. Et les légumes verts à feuilles favorisent la force musculaire, suivi d'une question d'un auditeur sur mon avis à moi, sur l'intensité. Enfin, en fait, tout le podcast est basé sur mes avis. Hein. C'est pour ça. Enfin, j'ai aucune vérité. Je donne juste un avis et vous me remerciez en m'écoutant mes podcasts à chaque fois, en écoutant tous mes podcasts. Je vous en remercie et moi ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui écoute, que ça soit 10, 15, 20 personnes. Enfin là je suis content parce qu'on est quand même vous êtes la moitié, ça fait plus impressionnant de dire comme ça. Le podcast a été téléchargé 500 000 fois. Donc 500 000 fois quoi. Donc je suis assez content. Ça fait quand même pas mal d'écoutes. Alors les écoutes se passent majoritairement sur les plateformes de podcast. Hein, sur YouTube, c'est une toute petite partie puisque c'est pas du tout une plateforme de podcast. Et d'ailleurs, je sais que pas mal de personnes m'ont dit ton podcast est intéressant, mais vu qu'il y a des pubs un peu tout le temps, ça gâche l'écoute. Alors pour ça, il y a deux solutions. La première, il faut prendre l'abonnement YouTube pour pas avoir de pub. Moi personnellement, je le fais pas parce que ça me permet de soutenir les petites chaînes. Et deuxième chose, de ne pas écouter les podcasts, surtout pas écouter les podcasts sur YouTube, mais sur par exemple Apple Podcasts, Spotify, etc. Donc voilà les deux outils pour ne pas avoir de pub sur YouTube. Voilà. Alors oui, juste avant de démarrer, j'avais quelque chose à vous partager. J'ai un jeune papa qui m'a envoyé une question, qui m'a dit Théo, voilà comment je fais pour pouvoir m'entraîner, trouver la motivation en moins de 5 minutes, etc. Parce que moi je suis dans la première année de jeune père, donc ses enfants ont moins d'1 an, puisqu'il a eu des jumeaux. Il m'a posé tout un tas de questions par rapport au sommeil, par rapport à l'impact justement du sommeil, par rapport à la motivation, par rapport aux formes d'entraînement et tout ça, même à la nutrition. Et il voulait avoir mes réponses par rapport à ça. Et au lieu de lui faire un mail, parce que c'est un VIP, donc au lieu de lui faire un mail, j'ai dit, écoute, plutôt que tu n'en profites que toi, je vais en faire profiter tous les abonnés et je vais faire un contenu là-dessus. Donc j'ai fait pas mal de recherches, la vidéo dure un certain temps, il y a le PDF avec justement pour que tous les conseils puissent être bien appliqués par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus j'appelle pas ça des formations mais des formes actions, parce que la formation c'est purement pédagogique, l'action c'est l'action, c'est le mouvement, et moi en fait c'est un hybride entre les deux. Je fais des formes actions parce qu'il y a la partie pédagogique et théorique et la partie action où justement avec des outils pour se mettre en route. Donc c'est une formation pour un programme Super Papa que vous pouvez retrouver directement en lien dans les notes de cette émission et vous basculez du côté VIP, c'est-à-dire la face cachée de mon site et de mon travail. Si vous écoutez déjà le podcast depuis un certain temps, dites-vous que le podcast, c'est l'actualité. Les formations, la zone VIP, c'est du contenu concret pour avancer, pour progresser. Voilà, si vous voulez, une rapide différence entre les deux. Bon, on commence avec cet article. Santé publique, le cynisme des fast-foods dans le viseur d'Olivier Véran.
Alors c'est un article que j'ai récupéré dans la presse populaire, on va dire. Vous avez pareil la source et les notes que j'ai récupérées pour aller voir directement sur le journal en question dans les notes de l'émission. Donc je commence la citation. Donc selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'obésité a 2 causes, la génétique et le cynisme des chaînes de fast-food. Olivier Véran a estimé cette semaine à l'Assemblée que l'obésité a 2 causes, la génétique et le cynisme des chaînes de fast-food. Le caractère génétique de l'obésité qui touche 17% des adultes français et qui constitue, on le sait, un facteur de risque supplémentaire face au Covid. En effet, toutes les études démontrent la part de l'aléatoire et des gènes. La plus vaste enquête sur le sujet a été menée aux États-Unis en 2019 sur 500 000 personnes et elle a mis en lumière le rôle d'une mutation du gène MC4R. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple, comme il dit. Quand ce gène fonctionne normalement, il envoie à votre corps le signal qu'il a assez mangé, mais quand il mute, la sensation de satiété est bloquée. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Donc sur la partie génétique, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un facteur génétique qui, voilà, donc le simple fait par exemple d'avoir eu des parents obèses ou même des marqueurs en fait au niveau de votre hérédité, que ça soit des grands-parents, etc., les personnes peuvent avoir peuvent avoir des dominantes, au niveau génétique pour devenir obèses ou au moins en surpoids. Est-ce que ça veut dire qu'ils le seront obligatoirement ? Non, mais ça veut dire qu'ils sont plus à risque que d'autres de développer du surpoids ou de l'obésité. Bon, je vais reprendre une autre citation. Par rapport au fameux fast-food. Donc l'autre affirmation d'Olivier Véran, c'est que les fast-foods s'implantent simplement dans les zones les plus pauvres. Donc on en parlait d'ailleurs dans un autre podcast, dans Géographie du surpoids. Un cynisme terrible, ce sont les mots du ministre de la Santé, qui estime également que les inégalités sociales vont de pair avec la malbouffe. Et de fait, c'est également vrai, une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, montre clairement que le taux d'obésité est lié au niveau d'études et de revenus. Il est 2,5 fois plus important chez ceux qui ont arrêté l'école ou le collège que chez ceux qui ont un bac+4. En clair, moins on a d'argent et moins on est éduqué, plus on mange de produits gras, sucrés, transformés et souvent moins chers. La corrélation vaut aussi pour les fast-foods, etc., etc. Donc les chiffres sont clairs, selon le Parisien, qui cite à la Courneuve, l'une des villes les plus pauvres de France, près de 20% de chômage, il y a 18 fast-food, plus que le nombre de pharmacies. À l'inverse, à Neuilly-sur-Seine, la ville la plus riche du pays, seulement 6 fast-food, mais qui sont davantage des bars à salade que des fabriques à burgers. Bon. Un sujet intéressant, un sujet parfois qui me dérange un petit peu quand on attaque comme ça des industriels. Pourquoi ça me dérange ? Parce que c'est extrêmement facile de trouver un coupable à l'extérieur. Donc par exemple, c'est de votre faute. De la faute des McDo, des Quick et tout ça. Voilà, je sais même pas si Quick ça existe encore d'ailleurs. Et donc du coup, ça enlève une forme de responsabilité. Je sais que c'est compliqué toujours ce discours parce qu'une personne obèse, elle le sait, une personne en surpoids, obèse, malade, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, dans le discours du président, je sais pas si vous l'avez noté, le dernier discours qu'il y a eu. Mais quand il a mis les facteurs de risque, donc il parlait diabète, etc. Et à la fin, il disait quoi ? Surpoids. C'est très nouveau. C'est assez nouveau de parler du surpoids comme ça. Alors peut-être il en avait parlé dans d'autres discours, mais là vous comprenez bien que dans un discours public, le surpoids est mis avec des problèmes de santé. Donc c'est, si vous voulez, c'est très contradictoire le discours qu'il y a en ce moment dans les médias entre d'un côté certains qui vont dire l'obésité est vécue comme un fardeau au niveau social et donc du coup des gens qui veulent lutter contre ça, donc très bien, mais il faut pas lutter contre la mauvaise santé des gens en surpoids. Il faut pas lutter pour que ces personnes-là, on leur dise non mais c'est pas grave en fait. C'est là où il y a la distinction à faire, je trouve. Mais bon, je me suis déjà exprimé dans d'autres podcasts sur le sujet, je vais pas continuer là-dessus. Par contre, j'en reviens à ces fameuses accusations sur les chaînes de fast-food. Bon,
Est-ce que la solution, ce serait pas plutôt d'éviter qu'il y ait des gens qui ne soient pas éduqués, quoi? Parce qu'en fait, on n'en parle pas trop de ça. Enfin, il y en a qui vont dire oui, mais en France, on a un pays où justement on met accès à l'éducation et tout ça. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir plus d'efforts faits là-dessus? Enfin, en fait, on se rend compte que les gens, quand ils sont éduqués, ils n'y vont pas d'eux-mêmes dans ce genre de restaurant. Et quand ils y vont, ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc, c'est-à-dire, là, comme ils disent, ils vont plus prendre des salades et tout ça. Ok. Mais alors pourquoi ne pas... Enfin, on peut corriger le... On va pas demander à un industriel de dire, bon, bah écoutez, tu vas baisser volontairement ton chiffre d'affaires. Et non, il va pas vouloir. Par contre, si ça se fait par la population, c'est-à-dire que la population plus éduquée ne réclamera plus le produit, et si elle ne réclame plus le produit, l'industriel va s'adapter pour refaire des nouveaux produits plus sains, plus adaptés, etc. Donc en fait, c'est toujours... J'ai du mal, moi, avec le côté... On délègue la responsabilité sur d'autres. C'est-à-dire... C'est vous, fast-food, qui êtes responsable. Non. Les fast-food sont juste responsables de ce qu'ils mettent dans leur sandwich. Mais à aucun moment, ils sont responsables du fait que la personne, alors vous ou moi, quand j'étais en surpoids, c'était pas le fast-food qui était responsable de me mettre dans ma bagnole, de me faire aller jusqu'à un drive, de prendre un sandwich à 15h et de rentrer chez moi. C'est pas le fast-food qui était responsable, c'est bien moi qui ai décidé, quand je me souviens, je l'ai eu fait, donc d'aller, la responsabilité, je peux pas à un moment donné me cacher. Enfin, c'est les enfants qui se cachent comme ça. On est des adultes aujourd'hui, on est quand même maître de nos actes, et quand on ne l'est pas, c'est qu'on a une forme peut-être de pathologie ou de manipulation X ou Y. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'aider les gens à s'éduquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par l'information, d'apporter du contenu pédagogique, d'apporter, je sais pas moi, peut-être plus de connaissances au grand public sur la nutrition, plus de tout un tas de choses, parce que forcément, quand ils parlent de personnes éduquées, ça veut pas dire, c'est pas parce que t'es bon en français que tu vas pas manger McDo. Quand je dis McDo, c'est entendez fast-food. C'est juste que les personnes qui sont éduquées ou qui ont en tout cas une meilleure éducation vont peut-être être plus curieuses, avoir des connaissances plus larges sur divers sujets. Et donc du coup, parce que on connaît tous un chercheur qui est accro au McDo, ou enfin voilà, il faut pas être éduqué dans un seul domaine. Faut avoir une forme d'ouverture d'esprit, de curiosité et surtout un accès aux informations. Aujourd'hui, l'accès aux informations, c'est quoi? Donc, si vous avez pas de budget, c'est-à-dire si vous faites partie des personnes, alors quand je dis vous, c'est pas vous qui m'écoutez, mais les personnes qui le prennent là, donc dans les villes les moins riches et tout, qu'est-ce que l'information gratuite? C'est YouTube, bon, c'est la télévision, et c'est tous les sites, quand on tape sur Google, qui reviennent en première page, etc., qui sont financés par la publicité. Qui dit financé par la publicité, dit contenu alléchant. Et on le sait très bien, un contenu alléchant est rarement un contenu réellement intéressant. Pourquoi? Parce que la recherche et la connaissance, c'est bien moins attractif que le buzz, la télé-réalité, etc. On le sait, regardez l'audience des émissions de télé-réalité, regardez l'audience d'Arte, même si Arte a des gros chiffres d'audience, on est très loin derrière des émissions, enfin des chaînes comme ça, grand public, qui montrent du buzz, de la réaction, enfin voilà. Donc, bien sûr, il y a les podcasts, comme je peux faire moi, ou comme d'autres font, des podcasts où on va essayer de discuter un petit peu autour de ce genre de sujet, mais on est une goutte d'eau dans l'univers de l'information. Donc en fait, quelque part, pour moi, c'est un petit peu à chaque fois repousser le problème que de dire que c'est le cynisme des chaînes de fast-food. Là où je suis d'accord, c'est que quand ils parlent d'éducation, donc du côté où les personnes sont moins éduquées et tout, pour moi, c'est ça le réel problème en fait. C'est comment trouver des solutions concrètement. Il faut pas dire oui, mais c'est de la faute des parents ou c'est de la faute de je sais pas quoi. Peu importe la faute d'où vient la responsabilité, de donner des outils. Parce que le but c'est, si on veut arrêter ce genre de choses, faut que les gens aient les outils pour avancer. Susciter du désir, j'en sais rien. Après, il y a peut-être des personnes, ils s'en foutent. Donc c'est-à-dire que, laissez-moi en mauvaise santé, en surpoids, j'emmerde personne. Ouais, t'emmerdes personne, mais voilà, il faut pas que ça devienne quelque chose où, toi peut-être que t'emmerdes personne, mais en attendant, il y a des gens qui souffrent et ils ont pas accès à la connaissance, etc.
Donc il faudrait au moins mettre en place quelque chose, parce que peut-être que ça aiderait que, je sais pas, je vais être le plus optimiste possible, peut-être que un quart de cette population-là sera intéressé par se former, par apprendre certaines choses. Mais c'est déjà énorme, un quart. Enfin, je veux dire, peut-être que les trois quarts restants, ils s'en foutent, ils veulent continuer à mal manger et tout, ça les regarde. Mais un quart de gagné, c'est énorme. Et je pense que c'est un combat perdu concrètement. C'est vraiment concret. Je pense que c'est réellement un combat perdu que d'attaquer en fait des industriels. Vous savez, c'est un peu comme la publicité. Beaucoup de personnes se plaignent de voir des publicités, par exemple, et moi je l'ai eu fait aussi, des publicités par exemple pour des produits transformés à la télé. Et je me suis toujours dit, mais en fait c'est simple, mais faites la publicité de brocolis, de courgettes, et mettez quelqu'un je sais pas, une personne de 80 ans qui mange sainement, qui respire la santé, pour montrer en fait les bénéfices à long terme et tout. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est encore déléguer à autre chose nos propres responsabilités. En fait, la seule responsabilité qu'on a par rapport à la publicité, c'est pas de ne pas les regarder, parce que ça sert à rien en fait. Il y aura toujours quelqu'un pour la regarder. Mais par contre, la responsabilité qu'on a, c'est de ne pas acheter. Pourquoi ? Parce que si un industriel hyper puissant, un rouleau compresseur, prenez n'importe quelle marque que vous connaissez par cœur, d'une marque américaine ou quoi, vraiment le rouleau compresseur au niveau marketing, il y en a sur les abribus, il y en a partout. Si vous n'achetez plus leurs produits, le budget publicité va descendre. Alors, ils vont certainement réduire sur d'autres endroits avant de réduire le budget publicitaire. Mais le budget publicitaire va réduire. Donc, le coût de présence à l'écran ne sera plus abordable pour eux. Donc, vous les verrez de moins en moins. Donc, en fait, si on veut augmenter la présence de quelque chose, il faut tout simplement acheter. Donc, c'est-à-dire que si vous faites confiance à quelqu'un ou alors à quelque chose, à un produit, à une société ou quoi, achetez, soutenez-les, de manière avec de l'argent, c'est-à-dire achetez leurs produits, parce que c'est bien beau, par exemple, de savoir que manger des légumes du producteur ou des légumes de je sais pas où, c'est bien, mais si on préfère acheter du premier prix parce qu'on a envie d'acheter des pépitos à côté, ça pose problème. En fait, on continue à encourager ce système-là. Bon, c'est pour ça que moi j'ai toujours un gros problème avec la responsabilité. Pourquoi je peux en parler, encore une fois? Parce que j'ai vécu en surpoids, j'ai vécu dans un système où j'avais l'impression que c'était de la faute des autres. Et en fait, je me suis jamais senti aussi heureux que le jour où j'ai compris que ça dépendait de ma responsabilité. Donc, c'est-à-dire d'apprendre des choses, ça faisait pas partie de mon éducation. Enfin, j'aurais pu apprendre à l'école tout un tas de choses, je l'ai pas fait. Par manque de courage, par manque d'intérêt. Je vais pas dire comme beaucoup que j'étais un incompris, un haut potentiel parce que je m'ennuyais à l'école. C'est faux. J'étais tout simplement un branleur qui avait pas envie d'écouter parce qu'il en avait la flemme. Je pensais plus à réparer le carbu de ma mobilette et aller draguer à la cour de récré ou des trucs comme ça que de m'intéresser à l'apprentissage. J'en ai payé le prix dans ma jeune vie d'adulte et après je me suis pris en main. J'ai appris. C'est-à-dire que j'ai dévoré des livres dans des sujets qui m'intéressaient. J'ai essayé d'apprendre à faire moins de fautes quand j'écrivais, parce que quand on n'est pas très doué à l'école, forcément ça se ressent quand vous écrivez par la suite. Donc toutes ces choses-là, je l'ai appris plus tard. Et je vais pas dire aux jeunes qui m'écoutent, parce qu'il y a probablement des jeunes, des adolescents qui m'écoutent aussi, même si la moyenne d'âge j'ai regardé la dernière fois l'audience que j'ai, c'est plutôt entre, on va dire, pour tirer large, on va dire 25-45 ans. Mais c'est encore plus si je veux être un peu plus pointu. Moi, l'audience, c'est entre 30 et 45 ans. Voilà. Donc bon, je sais qu'il y a des adolescents qui m'écoutent. C'est pas à moi de leur dire fais des études ou fais ce que tu veux. Hein. Je veux dire, ça me regarde pas. C'est juste que ce qui a fait que j'ai pu apprendre réellement, c'est que j'ai été passionné et que je m'y suis mis à fond. J'ai été monotache. C'est-à-dire que par exemple la nutrition, aujourd'hui, je pense que la nutrition, au moins pour perdre du poids et pour prendre du muscle. J'ai 15 ans de recherche derrière moi, où tous les jours, j'ai bûché le sujet. Bon, voilà. Moi, personnellement, je suis assez assis sur ce genre de connaissances. Après, si tu me parles de préparation physique, donc de préparation physique, par exemple, pour le rugby, je vais pas te dire oui, je connais. Non, je connais pas. Je connais des choses que j'ai vues en travers, en diagonale comme ça. Donc, j'en connais plus qu'un débutant. Mais en aucun cas, j'ai le même niveau qu'en nutrition.
Donc après, ça c'est voilà. Pour tout ce qui est de l'éducation, on a une forme de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Il y en a qui vont dire mais c'est pas bien, tu dis ça. Il y a des gens qui ont, peu importe. Je sais que de me responsabiliser là-dessus, moi, ça m'a rendu plus heureux, plus indépendant et beaucoup plus fier de moi, avec plus de confiance en moi. Donc, si ça peut en motiver certains, écoutez, dans la situation dans laquelle on se trouve, voilà, moi je donne mon propre conseil. Après, voilà, les médias en donnent d'autres, en interdisant au fast-food de s'implanter à des endroits. Moi, je prends aussi l'exemple inverse. Vous savez, quand vous êtes dans une situation critique, c'est-à-dire, comme il disait, là, je sais plus ce qu'il disait exactement, mais peu de revenus, etc., un fort taux de chômage, pas accès trop à l'éducation et tout, ces gens-là, peut-être qu'ils ont envie aussi. Et ces gens-là, pensez pas que ce sont une espèce rare ou quoi. C'est pas du tout le cas. Ce sont des gens du quotidien. Je veux dire, des gens. Enfin, moi, j'ai vécu dans un lotissement quand j'étais adolescent où quasiment tout le monde était ou au RSA ou alors touchait des aides ou alors c'était des mères célibataires qui étaient obligées de cumuler 2 travails pour nourrir les 3 enfants. J'en avais autour de moi des gens comme ça. Donc c'est pas une population. Et vous avez vu les précautions qu'on prend quand on parle de ça aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je sais pas pourquoi on fait tout ça. En fait, en prenant autant de précautions, on les met trop à distance. La distance, en fait, elle est concrète. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ce que d'autres ont accès. Point. Il n'y a pas besoin de dire, faut pas les rabaisser ou quoi. C'est pas une question de les rabaisser ou autre. C'est juste, il faut dire les choses. Et donc, ces gens-là, les gens que j'ai pu fréquenter, quelque part, ça a été aussi mes parents pendant une période de leur vie. Après, ils ont réussi à rebondir et à gagner un peu mieux leur vie. Quand je dis un peu mieux leur vie, aujourd'hui, ça serait pas du tout le cas, puisque, vu le salaire qu'ils avaient, c'était pas bien gagner sa vie. Mais bon, ils ont quand même réussi à avoir chacun un travail et nous offrir de temps en temps des vacances et un toit au-dessus de la tête. Et voilà, on a manqué de rien. Voilà, et par rapport à certaines personnes, certaines conditions. Bien qu'aujourd'hui, même dans les endroits où il y a le moins d'argent, quasiment tout le monde a un iPhone ou un smartphone. Bref, pourquoi je dis tout ça? Parce que si dans ces endroits-là où il y a une population qui a peu de revenus, etc., qui vit plus ou moins dans une forme de misère, pourquoi leur enlever leur source de plaisir s'ils ont envie de temps en temps d'aller au fast-food? Donc ça voudrait dire qu'on va en mettre plus dans les endroits aisés. Donc en fait, les endroits aisés vont devenir des endroits où on aura le droit de se faire plaisir, et les endroits où c'est moins aisé, on aura moins le droit de se faire plaisir. Je trouve qu'il y a un paradoxe là-dedans. Parce qu'une personne bien éduquée, bien tout ce que vous voulez, si par exemple on augmente l'éducation, les connaissances, même peut-être même des solutions pour que ces personnes-là gagnent un petit peu plus d'argent, avec plus d'emplois et tout. Enfin bon, je vais pas faire de politique, c'est pas mon travail, mais on a le droit. Enfin, quels que soient les revenus, on a le droit de se faire plaisir. Donc c'est pas le réel problème. Faut pas leur enlever leur plaisir à ces gens-là. Ils ont envie d'y aller, ils y vont. Après, il faut peut-être essayer de leur donner des pistes de compréhension sur, une bonne fréquence pour te faire plaisir, c'est tant. Si tu dépasses, ça devient problématique. Donc admettons, t'as envie d'aller une fois au fast-food par semaine, ok. Par contre, si tu commences à y aller 3-4 fois par semaine, sache que ça va pas bien se passer pour toi à long terme. Ce genre de conseil, parce que, peut-être que ces gens-là, pour eux, c'est pas toute leur vie. Ils sont peut-être dans une étape de vie. Il y a plein de gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui se tirent vers le haut. Moi, je serais toujours à pousser les gens vers le haut. À les tirer vers le haut ou à les pousser vers le haut. Je sais pas comment on peut dire les choses. Si je dis pousser vers le haut, ça veut dire que je me considère comme en bas, et donc je vous pousse vers le haut. Et si je vous tire vers le haut, ça voudrait dire que je suis déjà en haut et que j'essaye de vous rapprocher de moi. Je sais pas où me placer. Peut-être que je suis un peu à l'écart. C'est-à-dire que moi, j'ai ma perception de la hauteur qui est que j'ai réussi à me sortir de ça, mais pour beaucoup d'autres personnes, ça va être la richesse, par exemple, de se tirer vers le haut ou de se pousser vers le haut. Ça voudrait dire que c'est uniquement une personne très riche qui peut le faire. Bon, moi, c'est pas ma vision des choses. Je pense que la responsabilité, le fait d'avoir une forme d'indépendance sur un système. Alors, un système, ça veut pas dire d'être indépendant en électricité, en eau et tout ça. Quand je dis une indépendance, c'est une indépendance de réflexion et de pensée sur des sujets, on va dire des grands sujets. Et moi, j'encourage vraiment les gens à pas se sentir prisonniers par leur situation de vie et de ne surtout pas attendre que ça vienne de l'extérieur, les changements. Vraiment, 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 vraiment. Parce qu'il y aura, vous savez, c'est un petit peu comme les perturbateurs endocriniens.
Les perturbateurs endocriniens, quand ils ont trouvé le bisphénol A, bon, bah voilà, on l'enlève, ok, pas de problème. Mais en fait, ils en ont trouvé un autre. Et le temps que celui-là soit breveté, mais que ça soit démontré que c'est nocif pour l'homme, eh ben, ils ont le temps de le propager. Donc du coup, on le consomme pendant des années et des années jusqu'au jour où ils se rendent compte que c'est nocif, puis ils en trouvent un autre, etc. Donc en fait, ce sera toujours la même chose. On ne peut pas... Sachez que vous en attaquant un fast-food, et c'est, encore une fois, je veux bien que vous fassiez la différence entre le fait de défendre un fast-food, je suis pas en train de les défendre, j'en ai rien à foutre, qu'ils survivent ou pas, ça changera pas ma vie, mais je trouve que c'est un combat perdu d'essayer d'attaquer quelqu'un sur son gagne-pain. Donc d'attaquer un fast-food sur son gagne-pain, il va se battre à mort pour maintenir son chiffre d'affaires, parce que c'est des milliers d'emplois, ce sont des toits sur la tête, des richesses qui se sont construites, et les gens vont se battre à fond pour maintenir ça. Donc, on va pas partir en guerre contre eux, ça sert à rien. Mieux vaut partir en guerre contre son propre manque de connaissances et de se dire, ok, j'ai merdé pendant des années, j'ai rien appris, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça change ? Parce qu'en fait, quand on est pris dans une forme de, voilà, les gens qui ils savent pas bien manger, ou ils savent pas faire du sport, ou ils arrivent pas à avoir un bon style de vie, ils ont l'impression que chez eux, bah, c'est inné, qu'ils y arriveront jamais. Mais c'est faux. La connaissance apporte énormément. Le fait de savoir pourquoi, par exemple, de mettre un panel d'aliments devant les yeux et de savoir que tel aliment apporte ça, qu'un autre apporte ça, que celui-là va être nocif pour ça, que celui-là va te mettre plutôt dans un état énergétique ou plutôt léthargique, c'est une forme de connaissance. Et quand on a ces connaissances qui sont bien ancrées, à chaque fois que vous allez manger quelque chose, alors il y en a qui vont dire ouais mais ça devient une obsession, pas du tout, parce que ça devient automatique. Est-ce que en fait, pourquoi je dis tout ça ? Parce que quand vous allez avoir ce genre de connaissances, qui est très simple à avoir, hein, en fait, quand vous avez les bonnes informations, c'est assez facile à avoir. C'est quand même, moi, je préfère avoir une forme de compétence en me disant, ok, aujourd'hui, je vais faire une randonnée. Je sais quel petit déjeuner je dois prendre. Ok, aujourd'hui, j'ai plutôt une journée créative, mais je suis statique assis sur ma chaise. Je sais quel petit déjeuner je dois prendre. En fait, c'est pas, il y en a qui vont dire c'est de l'obsession. Non. C'est exactement comme le permis de conduire. Le permis de conduire, quand tu prends tes premières heures de conduite, si tu n'as pas conduit comme moi dans une carrosserie à 15 ans parce que ton patron t'obligeait à déplacer les voitures, donc logiquement, si tu arrives à ta première heure de conduite sans jamais avoir touché un volant, tu devrais faire énormément, tu vas devoir faire, on a tous fait des efforts pour avoir les bons réflexes, le rétro, l'angle mort, le machin, la vitesse, maintenir sa droite et tout ça. Mais aujourd'hui, quand on prend la voiture, tout se fait automatiquement. Est-ce que ça veut dire qu'on a une obsession de la conduite ? Pas du tout. Ça veut simplement dire que ce sont des choses qu'on a bossées, on s'est fait violence pendant une période, et que maintenant c'est devenu du réflexe, de l'instinctif. Donc, moi j'ai toujours un problème avec l'obsession. Vous savez, les gens qui disent il est obsédé par sa nourriture. Non, il n'est pas obsédé par sa nourriture. Une personne qui a réussi à se détacher de toutes les addictions sucrées, gras, salés, etc., boissons, soda et tout, je trouve que c'est plutôt une personne qui a réussi à devenir indépendante par rapport à ça. C'est-à-dire que cette personne est tout à fait libre d'en manger, de la nourriture non adaptée, on va dire de la nourriture plaisir tout le temps. S'il a envie, il peut le faire. Mais il sait aussi que s'il a envie, il peut manger sainement. Et ça, je pense que c'est une forme de compétence et, encore une fois, d'indépendance. C'est-à-dire qu'on a le choix. Une personne qui n'a pas ces connaissances, elle ne fait pas réellement la différence entre un plat de lasagne surgelé et un plat, par exemple, qu'elle va se préparer elle-même, un chili maison avec du bœuf qu'elle aura sélectionné, avec des légumes secs, par exemple des haricots rouges qu'elle aura sélectionnés, avec une sauce tomate qu'elle aura sélectionnée, en conscience par rapport aux ingrédients, etc. Pourtant, les deux plats, bon, ça se rapproche, et même je vais partir plus loin, même des vraies lasagnes où elle aura fait sa pâte elle-même et tout ça. Sauf que concrètement, dans l'assiette, ce sera plus du tout la même chose. Pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que pour le prix des matières premières. Vous le savez bien que tout ce qui est cher dans les produits transformés, c'est ce qu'ils vont mettre le moins, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Donc taux de rentabilité moindre, donc on va maximiser ce qui coûte le moins cher. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant ils sont vachement embêtés, parce que vu qu'on doit marquer les calories et tout, ils peuvent plus trop bombarder de graisse et bombarder de sucre. Donc du coup ils réduisent aussi les protéines parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réduisant les protéines, ça a réduit la valeur calorique. Donc du coup vous vous retrouvez avec des trucs un peu bizarres remplis à l'air, à l'eau et tout ça pour que ça soit compact, que ça soit assez imposant dans l'assiette tout en étant léger. Enfin bon bref, c'est du n'importe quoi. Le mieux c'est de contrôler ça. En contrôlant ça, vous gagnerez à long terme en tout cas
je vais pas dire des années de vie, mais en tout cas une maîtrise un petit peu plus renforcée de votre santé. Disons que vous serez pas livré vous ne responsabiliserez pas les autres sur vos choix. Ça sera uniquement vous qui pourrez. Et c'est difficile. C'est beaucoup plus simple, et je le comprends, de dire que c'est de la faute des autres. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa de dire qu'on a la responsabilité de. Et pourtant, on les a, les responsabilités dans plein de domaines. Mais là, dès qu'il s'agit du surpoids, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement chaud. Comme je le disais, par rapport à un contexte social et un contexte, je sais pas si on peut dire sociétal ou autre, ou on va dire de santé. Et donc, beaucoup de personnes ont tendance à mélanger les deux. Et donc, en mélangeant les deux, ça donne une bouillie bizarre où, en fait, il faut arrêter de dramatiser l'obésité parce qu'en fait, ils confondent l'aspect social avec l'aspect santé. Et je trouve que ça, c'est un gros problème. Il faut pas confondre les deux. Il faut confondre comment on appelle ça, la discrimination. Faut combattre, la discrimination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à discriminer ces gens-là, qu'ils soient obèses, qu'ils soient en surpoids, qu'ils soient même en sous-poids ou autre. La discrimination, non. Mais par contre, de les rassurer sur l'état de santé, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et je ne pense pas qu'il faut les encourager à croire que c'est la génétique. Comme on a dit, la génétique, certes, elle est présente. Mais je vais vous dire une chose. Là, je tarde un peu sur ce sujet, mais c'est important d'en parler encore. Vous savez, la génétique, les gènes, il y a eu des bouquins d'ailleurs, j'en ai lu un récemment. Les gènes c'est un peu comme des interrupteurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des gènes qui sont là, ils sont présents, et en fonction de ce qu'on va faire de notre vie, on va plus ou moins activer certains gènes. En fonction de l'état de santé de la mère, du père, du grand-père et tout ça, on va avoir certains interrupteurs qui seront prêts à être activés. Et en fonction du style de vie, on aura plus de chances que d'autres d'être en surpoids, plus de chances que d'autres d'être en dépression, plus de chances que d'autres d'être confiants, etc., etc. Parce qu'il y a du bon et du moins bon. Mais en fait, ce que ça dit réellement, c'est que certes, la génétique entre en ligne de compte, mais on n'est pas obligé d'activer ces gènes-là. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va plus réagir à des mauvais comportements alimentaires si on a le gène de l'obésité. Mais est-ce qu'on est obligé de les prendre, ces mauvais comportements-là ? C'est encore ça qu'il faut... Parce qu'en fait, en accusant uniquement la génétique, ça voudrait dire... Quand quelqu'un qui comprend mal les choses, il dirait attends, c'est génétique pour moi et c'est de la faute des fast-food. Bon, ok. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que vu que c'est génétique, tu ne peux rien y faire. Donc tu pars du principe que toi, chez toi, de manger mal, ça te rend en surpoids. Ce qui voudrait dire que chez d'autres, ça ne fait rien. Ce qui est faux. C'est-à-dire que peut-être que visuellement, à 13, 14, 15 ans, voire peut-être même jusqu'à 30, 35 ans, une personne peut manger plus ou moins, qui a une bonne génétique, en tout cas pour ne pas être obèse ou en surpoids, pourra manger ce qu'elle veut sans problème, oui. Mais c'est pas à vie. Et je te garantis que, regarde bien, c'est chez ces gens-là, souvent, certes, ils vont manger un petit fast-food dans la journée, mais ils vont bouffer que ça. Alors que les personnes en surpoids vont avoir le fast-food plus tout un tas de choses. Il y a une forme de réalité qu'il faut pas mettre sous le tapis. Il y a la génétique, donc on n'est pas tous armés de la même façon. Donc peut-être que... Vous savez, pareil pour l'apprentissage, je connais des personnes, ils lisent une page d'un bouquin, ils la retiennent par cœur, façon de parler, mais ils ont une capacité à se rappeler de citations, de lecture et tout de tête. Moi, c'est pas réellement mon cas. Sauf vraiment des citations qui m'ont un peu, je vais pas dire transcendé, mais des choses où vraiment je me suis dit, j'ai eu une petite lumière, je sens que mon esprit, là, il a fait un pas en avant. D'ailleurs, c'est pour une des raisons pour lesquelles je vous recommande de lire régulièrement et pas que des ouvrages modernes. En fait, quand on se rend compte de ça, on se dit, bon, peut-être que j'apprends pas aussi facilement que les autres, mais est-ce que j'ai envie de me priver d'apprendre, de lire ? Non. Et donc du coup, c'est un peu le complexe, vu que je suis pas Superman, alors je fais rien, quoi. C'est bizarre. Moi, en tout cas, c'est pas ma philosophie de vie. Je préfère, puis on n'a qu'une vie, mieux vaut essayer de se responsabiliser au maximum pour essayer de la maîtriser, en tout cas d'en profiter au plus, quoi. Il y a déjà tellement de choses où on n'aura pas moyen d'agir que mieux vaut agir sur ce qu'on peut faire, c'est-à-dire nous, nos connaissances, ce qu'on fait de notre corps, etc., quoi. Mais après, bon, si vous écoutez le podcast, je pense que là, j'ai fait un discours, mais je sais que la plupart des mots que je viens de prononcer, c'est juste des mots réconfortants pour beaucoup d'auditeurs parce qu'ils partagent la même vision que moi.
Et il y a très peu finalement d'auditeurs qui m'écoutent et qui sont dans cette incertitude et tout ça. Enfin, c'est pour ça. C'est juste pour avoir une discussion entre nous, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le moi en commentaire si vous êtes sur YouTube, par exemple. Ça pourra animer le débat. Deuxième petit post, les légumes verts à feuilles favorisent la force musculaire. Des chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires de 3759 personnes âgées de plus de 25 ans qui ont été suivies pendant 12 ans. Les participants ont réalisé un test pour mesurer leur force d'extension du genou, donc j'imagine du leg extension, afin de déterminer leur force musculaire. Le résultat indique que les personnes qui ont les apports en nitrates les plus importants, provenant essentiellement des légumes verts à feuilles, ont une force musculaire dans les jambes 11% plus élevée que les personnes qui ont des apports en nitrates les plus faibles. Leur vitesse de marche est également plus rapide de 4%. La consommation de légumes riches en nitrates permet de renforcer la force musculaire indépendamment de l'activité physique chez des hommes et des femmes de tous les âges. Bon, moi je trouve que 4% et 11%, c'est quand même significatif. Si ça peut encourager ceux qui reculaient un petit peu devant les légumes. Alors typiquement, le problème c'est que les légumes verts, c'est les épinards, c'est les brocolis, ça va être quoi ? Ça va être les poireaux, ça va être les asperges, l'artichaut, tout ça. Oui, je sais, c'est pas ce qui est le plus attractif quand on démarre une diète saine, on vient de s'y mettre et tout. Moi, ce que je recommande, honnêtement, en premier pas, moi je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à faire mon plus gros régime restrictif au tout début, quand j'essayais vraiment de passer d'un mode alimentaire à un autre, c'est-à-dire du mode lasagne, pas de carbo et compagnie à diète saine, et que j'étais encore salarié dans une boîte et que je mangeais sur place et je me préparais mes gamelles pour manger sur mon lieu de travail. J'avais trouvé une technique toute simple en fait. J'avais pas beaucoup de budget pour m'acheter des bons produits frais, donc j'achetais alors maintenant, enfin, je sais que ça existe encore puisque je l'ai vu la dernière fois, des purées de légumes. Alors c'est en surgelé, des purées de légumes verts. Donc en général, ils mettent céleri, brocoli, courgettes, des choses comme ça. Ou alors j'avais même trouvé de la purée 100% brocoli. Donc faites attention parce que des fois il y en a des petits malins, ils foutent de la fécule de pommes de terre dedans. Donc faites attention à ce qu'il y ait vraiment que du brocoli dedans ou que des légumes verts, surtout pas de pommes de terre ou de fécule de maïs ou de quoi que ce soit de sucre ajouté. Et en fait, je prenais ça, je remplissais vraiment à ras-bord le Tupperware, donc je me mettais à peu près 400-500 grammes en fait, c'est des petits cubes comme ça. Alors, encore une fois, c'était du 100% brocoli. Donc, il y avait même pas de matière grasse ajoutée, même pas de sel ni rien dedans. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais avec 2 steaks 5%, parce que c'était pas trop cher, ça rentrait dans mon budget. Je prenais 2 steaks 5% et des fois de la viande hachée 5% aussi. Alors pas toujours bio parce que j'avais pas le budget, et puis le bio était pas encore aussi. En fait, dans le bio, il y avait que des offres chères. Aujourd'hui, on a du bio un peu moins cher. Mais bon, bref. Je mettais des steaks comme ça dedans, je micro-ondais tout ça. Alors vous allez me dire, mode de cuisson, c'est pas bien, Théo. Oui, ok. Mais comparez pas ça à la cuisson vapeur et de cuisiner des légumes du jardin. Comparez ça aux lasagnes et aux pâtes carbo que j'avais avant. Il y a un grand écart monumental entre les deux. Et en fait, c'est comme ça, moi, que je me suis habitué tranquillement à manger des légumes en grosse quantité, sans trop forcer, parce que mélanger au bœuf, ça passait bien. Puis après, je me mélangeais des poivrons avec, je mettais un peu de bœuf ou alors du poulet, ou même je faisais un peu des pipérades au thon, ce que me faisait des fois ma mère quand j'étais petit, je me souviens. Donc c'est des olives, des poivrons et du thon revenu à la poêle un petit peu. Et j'ai trouvé petit à petit mon équilibre comme ça, à manger de plus en plus de légumes. J'avais une règle d'or, c'était de manger à peu près entre 600 et 800 grammes de légumes par jour. Aujourd'hui, c'est devenu une norme. J'arrive même à manger des légumes le matin, tomates, salades et tout. Mais à l'époque, c'était pour moi quelque chose de très nouveau. Donc, est-ce que je suis plus fort que si j'en mangeais pas ? Si les chiffres le disent, très certainement. Mais maintenant, c'est tellement ancré dans mon style de vie que peu importe. Mais en tout cas, j'avais envie d'en parler parce que là, on parle pas de glucides, on parle pas de protéines, on parle pas de graisse pour le système hormonal. On parle clairement des légumes verts. Et d'ailleurs, les légumes, c'est quelque chose. On sait tous qu'il faut manger des légumes pour être en meilleure santé et tout. Mais quand il s'agit de parler de légumes et de muscu, ouais, mais ça apporte quoi concrètement ? Et beaucoup de pratiquants, ils se limitent à
Bah moi je prends l'essentiel. Les graisses pour le système hormonal, ils vont dire parce qu'il, enfin bon, il y a pas que ça, mais dans leur tête c'est ça. Les bonnes graisses, ils vont dire pour le système hormonal. Après ils vont dire les glucides pour l'énergie et les protéines pour les muscles. Et en fait, quand on leur dit les légumes, vu que chez eux, le légume ça donne pas forcément de muscles, ça donne pas forcément d'énergie, ça joue pas forcément sur les hormones. Enfin en tout cas ils en ont pas entendu parler, donc du coup c'est secondaire. Et puis en plus, ça remplit le bide, j'ai pas assez de place pour finir mon riz après. Ouais, sauf que là maintenant, de plus en plus d'études montrent que l'apport en végétaux est bon. Alors moi, je vais pas vous faire une formation là-dessus ici, j'en ai déjà fait largement sur mon site pour vous parler des bienfaits des végétaux et d'ailleurs de différents types de végétaux. Mais je trouve que c'est encore une fois quelque chose d'intéressant de voir qu'à tout âge, l'apport, et d'ailleurs pour les athlètes, beaucoup d'athlètes mangent peu de légumes. Faut être au courant de ça parce que les athlètes ont besoin de manger énormément de calories et pour eux les légumes c'est souvent de la matière ça remplit pour rien en fait. Sauf que là peut-être qu'une force musculaire de 11% est plus élevée et une marche également plus rapide de 4%. Alors pour un débutant ou pour un pratiquant loisir, c'est significatif mais ça se voit pas trop. Mais sur une performance maximale, un marathon, un sprint, je sais pas, au rugby ou quoi, dites à n'importe quel rugbyman de haut niveau ou à n'importe quel marathonien, je te donne 11% de plus de force dans les cuisses, ça te dit, il dira pas non. Et pareil pour la vitesse de marche ou de course pour celui qui fait du cardio. Si je te propose 4% plus rapide, c'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Au niveau de centièmes de seconde, etc., quand vous faites des compétitions où que la force se joue à quelques pourcentages de différence, quand les personnes se rentrent dedans, 11% c'est énorme. 11% c'est énorme. Dites-vous, prenez l'image, vous savez, de la personne quand il vous part au développé couché, qui met juste ses doigts sous la barre et qui vous aide à monter. C'est peut-être ces pourcentages de force qui vous manquaient, quoi. Donc mangez des légumes verts, quoi. Il y a pas que Popeye qui avait compris la recette, quoi. Mais bon, Popeye il travaille avec les avant-bras. Donc ça devait être les boîtes d'épinards de l'époque, un petit peu plus rudes à ouvrir, je sais pas. En tout cas, on passe à la question de l'auditeur qui me dit « Bonjour Théo, merci beaucoup pour les podcasts. Je voulais avoir ton avis, donc ton en majuscule, sur l'entraînement en musculation. » Alors, j'ai pas bien compris comment tu voulais présenter ta question, parce que là, tu proposes une plus grosse intensité sur chaque muscle avec une fréquence d'1 fois par semaine, ou bien intensité plus faible avec une fréquence 2 voire 3 fois le muscle travaillé par semaine. Merci beaucoup, Amitié Sportif. Sergueï, je pense, ou Sergé, je sais pas. Bon, Sergueï, je propose ça, je prends le risque. Si c'est pas ça, ne m'en veux pas. J'ai fait ce que je pouvais. Attends, je bois un coup et je te réponds. Alors, moi, si tu veux, j'ai testé plusieurs protocoles d'entraînement. On va partir du principe que tu es un athlète hyper doué génétiquement qui n'a pas réellement de points faibles. Donc là, tu profiterais grandement de t'entraîner à fond 1 fois par semaine. Ça sert à rien de t'embêter à faire plus, étant donné que quand tu te crames les pectoraux 1 fois par semaine, ils réagissent bien. Quand tu te crames les bras 1 fois par semaine, ils réagissent bien. Pourquoi un athlète de haut niveau de haut niveau ou même un athlète tout court, à partir du moment où ça fait des années que vous entraînez, vous êtes plus ou moins tous des athlètes, j'ai le hockey, j'ai bu trop vite. En fait, quand on n'a pas de points faibles, en musculation, je parle, l'avantage, c'est qu'on peut s'entraîner en super lourd. Parce qu'un point fort, il est censé bien réagir à un entraînement lourd. Parce que l'inconvénient d'un point faible, pour prendre l'opposition, c'est un point faible, plus on met lourd, moins il travaille. En gros. Par exemple, je vous prends développé couché. Développé couché, vous sentez pas vos pecs travailler en série de 20 avec pas beaucoup de poids. Si vous mettez des tonnes de poids et en série de 3, vous allez pas sentir plus. En règle générale, c'est plus vous mettez du poids, plus ce sont les muscles parasites. Quand je dis parasites, c'est pas le réel mot, parce qu'en fait, parasites dans votre développement musculaire, mais c'est des muscles qui sont là, qui interviennent aussi. Les triceps, l'avant d'épaule et tout ça, quand vous travaillez au développé couché, travaillent. Et plus vous allez mettre lourd, plus ça va être ces muscles annexes qui vont prendre le relais. Et un petit peu, vous évitez de prendre des pecs. Pour avoir une très bonne image de ça, imaginez-vous que le développé couché, vous détaillez les 3 muscles qui travaillent. Il y en a plus que ça, mais grossièrement, triceps,
pectoraux, avant d'épaule, triceps. Donc, on va détacher ces 3 groupes musculaires. Donc, les pectoraux, les 3 muscles vont devenir des personnages. Donc, imaginez, les pectoraux, ça devient, Monsieur X, après, les épaules, Monsieur Y, et les triceps, Monsieur Z. Et en fait, vous les faites tirer à la corde. Vous savez, une compétition de tir à la corde en groupe, où chacun, il y a une ligne au milieu, on tire tous à la corde, et puis celui qui met un pied du côté adverse, il a perdu, parce que ça veut dire que c'est l'équipe qui a le plus tiré qui a gagné. En fait, quand on a un point faible, il y a une des personnes, c'est comme si au tir à la corde, il y a une des personnes qui avait une mauvaise prise. Une mauvaise prise, ça veut dire qu'il glisse sur le sol à chaque fois qu'il tire. Et plus il va vouloir tirer fort, plus il va avoir tendance à se casser la gueule. Et en fait, son truc va être inefficace. Et en fait, ce qu'il faut pour lui, c'est qu'il reprenne des bons appuis pour démarrer, pour réussir à réenvoyer de la force au tirage à la corde. Donc en fait, il y a les deux derrière, les épaules et les triceps qui tirent comme des malades. Donc eux, ils ont une grosse intensité de travail. Et les pectoraux devant, ils tirent. Et non, en fait, plus ils forcent, plus il perd en prise, il dérape. C'est ça un point faible. Donc du coup, la stratégie pour récupérer de la prise, c'est plutôt de travailler plus léger, donc d'arrêter de forcer comme un âne et d'essayer de reprendre des bons appuis. Donc en muscu, ça veut dire de réessayer de trouver un angle cohérent pour bien développer son point faible, pour bien le ressentir et tout. Donc ça va être du plus léger, ça va être un écartement de main différent, ça va être une machine différente, ça va être des haltères plutôt qu'une barre, ça va être tout un tas de choses, des élastiques, de l'isolation. On va essayer de trouver une meilleure prise pour que les pectoraux puissent exercer un travail musculaire plus important. Et ça, c'est une quête pour tout le monde. C'est-à-dire que je prends 2 personnes avec un point faible pectoraux, ils ne trouveront pas forcément la même solution avec les mêmes exercices. C'est une quête. C'est la quête du Saint Graal, la quête du Saint Pec. Donc c'est comme ça qu'il faut voir un point faible. Donc pourquoi j'ai digressé sur les points faibles? Tout simplement parce que un athlète de haut niveau, étant donné qu'il n'a pas de point faible, une personne qui n'a pas de point faible peut travailler en super lourd, puisque le super lourd, c'est quand même, on va dire, le plus traumatisant pour les masses musculaires. Donc potentiellement, si la personne a tout ce qu'il faut à côté, récupération, nutrition, la personne va se développer. Donc elle peut faire du super lourd une fois par semaine, parce que si elle fait du super lourd, elle peut se reposer 7 jours, ça pose pas de problème. Alors qu'une personne qui a quasiment que des points faibles et non des points forts, j'espère que je me suis pas embrouillé. Donc une personne qui a beaucoup de points faibles, celle-là, si elle fait que du lourd une fois par semaine, elle risque de ne pas réussir à taper suffisamment sur son point faible et ça marchera pas. Donc ça devient intéressant pour cette personne-là au lieu de faire du lourd une fois par semaine, de multiplier les entraînements pour son point faible avec des séries plus modestes, donc faire peut-être moins de séries par séance, en plus léger, avec plus de répétitions pour essayer de localiser au maximum. Ça peut être une idée. Mais après, il y a aussi une dimension moi, encore une fois, il m'a demandé mon avis. Mon avis, c'est un point faible, on multiplie, un point fort, on fait une seule fois et on y va en lourd et à fond, quoi. Voilà. Après, il faut faire attention au risque de blessure, etc. Mais chacun est grand et chacun est libre de prendre ses risques. C'est pas moi, je suis pas votre père ou quoi que ce soit. Et voilà. Il y a beaucoup aujourd'hui de contenu pour nous apprendre à bien nous guider, ne pas avoir de blessures et tout. C'est le gros travail de la vieille Gundil d'ailleurs. Donc c'est pas moi qui vais vous apprendre ça et prétendre que je vais vous l'apprendre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je préfère partir du principe que pour être à fond, il faut réussir à être à fond sur le muscle entraîné. C'est-à-dire que quelle que soit la séance du jour, que ça soit un point faible ou un point fort, il n'y a pas de journée économique quand on souhaite se développer, quand on souhaite être productif. Il n'y a pas de jour d'économie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un point fort qu'on va l'entraîner faiblement. Et si on l'entraîne faiblement, moi je préfère éviter de l'entraîner. Admettons, je vous donne un exemple. J'ai envie de développer la partie, l'externe de mes épaules. Bon. Et j'ai des pectoraux en point fort. Bon. Je vais pas faire une séance léger en pectoraux parce que c'est un point fort et faire des épaules à la fin en lourd. Ou l'inverse, faire les épaules en lourd, puis après ma séance pectoraux classique mais en léger. Non. Moi, ce que je préférerais faire, c'est faire un seul exercice de pectoraux en super lourd. Comme ça, au moins, il est traumatisé, il en a pris plein la tronche. Enfin, ils en ont pris plein la tronche. Et ensuite, les épaules en plus light, etc. Faire beaucoup de séries, essayer de congestionner à fond, essayer de trouver la brûlure, essayer de trouver les angles qui contractent le mieux, essayer d'augmenter un peu l'étirement sur la zone pour essayer de mieux localiser, etc.
Donc ça pourrait être une séance. Mais j'ai pas sacrifié mes pecs, j'en ai sacrifié, on va dire que 2/3 de la séance, mais ce que j'ai gardé des pectoraux, ça va quand même être productif, étant donné que c'est un point fort. Mais je l'ai pas fait en léger. Parce que le problème du léger, à terme, si on sacrifie trop longtemps, c'est qu'on perd de la masse musculaire. Sur un point faible, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on a besoin de passer par du léger, je trouve, pour atteindre une forme d'efficacité sur du lourd, avec le long terme. Moi, je l'ai vécu avec mes épaules. Hein. J'en avais déjà parlé dans pas mal de choses, donc c'est pour ça que je vous en parle ici. Et donc, du coup, après, on va pouvoir multiplier avec une autre séance dans la semaine, une autre séance consacrée que aux épaules cette fois-ci, où on va refaire un travail dessus, pas forcément en lourd, encore une fois. Et moi, c'est comme ça que je vois l'intensité et la répartition, la fréquence de travail pour une organisation quand on souhaite développer sa masse musculaire ou même brûler du gras, parce que souvent on veut brûler du gras sur des zones qui sont faiblement accessibles au niveau de la congestion, de la brûlure musculaire. En fait, souvent là où on stocke du gras, c'est là où on n'arrive pas bien à bosser, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça, beaucoup de personnes me disent j'ai du gras dans le bas du dos ou sur les obliques, enfin sur les poignées d'amour. Et quand je leur dis mais quelle est ta fréquence de travail des obliques, comment tu fais, etc. Bah les gens en fait ils les travaillent comme s'ils travaillaient leur biceps, c'est-à-dire une fois par semaine ou assez peu ou pas régulièrement, où ils mettent pas de charge, où ils mettent pas d'intensité en termes de répétition. Et donc du coup bah la réponse est dans leur entraînement. C'est encore une fois c'est pas quelque chose. Voilà, ils ont un problème. Il y a des outils, sauf qu'ils utilisent pas les bons outils. Ils utilisent souvent des outils de points forts sur des points faibles. Voilà. Et certains utilisent des outils de points faibles sur des points forts. Donc moi, ma répartition, c'est ça. Dans l'idéal, que des points forts, que du lourd, à partir du moment où tu peux récupérer et tout, avec des semaines de déload où tu prends ta récupération comme tu peux. Et après, si tu veux multiplier les séances, l'avantage, c'est que tu vas porter moins lourd, mais ça sera un risque si tu prolonges ça sur le long terme, parce que 2 à 3 fois le même muscle travaillé par semaine, moi personnellement, et je pense que ceux qui pratiquent depuis un certain nombre d'années, on ne peut pas faire des méga perfs, par exemple au squat. Moi, je fais mes squats le lundi. On est quasiment tous en gym aujourd'hui. Pour faire les cuisses, c'est un des exercices phares, je trouve. Même s'il y a le squat bulgare, il y a les fentes, il y a tout un tas d'exercices. Mais bon, le squat reste quand même ultra populaire chez les pratiquants de muscu à la maison. Je me vois pas faire 3 séances de squat comme celle que je fais le lundi, parce que j'en suis pas capable, en fait. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je en fasse une le mercredi. Je ne suis pas d'attaque au niveau du bas du corps pour refaire une séance de squat le mercredi. J'ai trop de douleur du lundi encore. Donc c'est là où il y a une forme d'incohérence. Quand il y en a qui disent ouais mais eux ils font ça, ils ont l'air d'être à fond. Ben tant mieux pour eux s'ils peuvent. Moi personnellement, tu me demandes mon avis, moi je peux pas. L'intensité de travail que j'ai mis sur mes pectoraux le mardi là, la séance de mardi que j'ai faite, je ne peux pas remettre la même. J'ai pas envie de m'arracher un pec à remettre des poids. J'ai fait mon développé incliné, je devais être entre 100 et 110 kilos. Bon, j'ai fait 13 séries, donc c'est pas rien, 13 séries quand même, si tu te rends compte que de développé incliné. Après, je suis passé aux écartés et tout. Mais je me vois pas refaire ça 2 jours après. Et puis re-enchaîner ça. Enfin, pour moi, je sens que ça peut pas bien se passer. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais tu réduis le volume d'entraînement. Moi, je pense que, et c'est quelque chose que j'ai vécu en ayant testé. Et mes muscles réagissent. En fait, c'est, comment je pourrais schématiser ? C'est comme si mes muscles étaient un peu sourds, un peu durs d'oreille. C'est-à-dire que j'ai besoin de taper beaucoup à la porte avant qu'ils commencent à répondre. Et en fait, c'est un peu ça quand je m'entraîne. Et j'ai besoin de faire pas mal pour qu'ils répondent bien. Si je me mets à en faire un peu sur une séance, ils vont pas répondre. Et c'est pas en tapant 3 fois à la porte le lundi, 3 fois à la porte le mardi, 3 fois à la porte le vendredi qu'ils vont descendre. En fait, s'il m'entend pas au bout de 3 coups, il descendra pas mon muscle, il viendra pas m'ouvrir. Donc j'ai besoin de taper beaucoup pour qu'ils se mettent à répondre. Souvent, et surtout quand je travaille sur du lourd, et peut-être que vous en avez fait l'expérience, vous vous échauffez, vous montez sur des barres de plus en plus lourdes, etc. Et quand vous êtes bien échauffé, bien chaud, que vous avez pas mal de séries d'échauffement, que vous êtes bien dans votre séance, vous vous rendez compte que vous arrivez à avoir une bonne congestion avec 3 répétitions lourdes. C'est quand même quelque chose que l'on n'entend pas en fait et qu'on lit nulle part. Dans mon lit, tu veux congestionner, faut faire beaucoup de répétitions et tout. Mais quand t'es bien connecté à tes muscles et que tu travailles vraiment bien focus dessus, en allant bien lentement avec une barre bien lourde. Alors lentement, de toute façon, tu vas pas aller vite parce que quand tu pousses, t'as envie d'aller vite en poussant. Mais en fait, t'as l'intention d'aller le plus vite possible, mais la barre monte doucement. C'est surtout à descendre qu'on contrôle un peu plus.
tu te rends compte que tu peux avoir une super congestion avec peu de répétitions à partir du moment où le travail musculaire est super intense. Bon, après, ça, c'est mon point de vue, mais je pense que je t'ai bien répondu. Enfin, en tout cas, je t'ai donné ma vision. Tu te rends compte que, pour moi, l'entraînement, c'est pas juste me glisser sous une barre et pousser. Il y a quand même quelque chose, une certaine forme de... peut-être d'habitude, et je fais peut-être des erreurs encore, hein. Mais en tout cas, c'est cette forme d'entraînement, moi, qui m'anime et qui me permet... lors de mon passage de la salle d'entraînement, de diverses salles d'entraînement, parce que moi j'ai eu un parcours en salle vraiment old school, à une salle avec des machines, à une salle équipée avec beaucoup de guidés, et maintenant à m'entraîner à la maison. Honnêtement, aujourd'hui, bon, je suis pas à l'abri d'une blessure, hein, mais aujourd'hui je n'ai plus aucune douleur, plus aucune. Alors j'accuse pas les machines, mais j'accuse peut-être aussi une forme d'entraînement sur certains angles de travail en salle de sport qui n'étaient pas forcément agréables pour mon squelette. En tout cas, pour certaines de mes articulations. Aujourd'hui, je m'entraîne avec des barres libres, avec des poids libres, avec des barres fixes. J'ai beaucoup de poids, hein, quand même, à la maison. Je peux m'entraîner avec des charges assez lourdes. Mais pour l'instant, je suis pas à l'abri d'une blessure. Mais je n'ai pas, vous savez, ces douleurs résiduelles que je pouvais avoir quand je m'entraînais en salle. Voilà. Bon. Et pourtant, je m'entraîne plus souvent que quand je m'entraînais en salle. Alors, pas aussi souvent qu'à mon premier régime où je faisais 2 entraînements par jour, mais là, on va dire, ces 8 dernières années où je m'entraînais, au moins une fois par jour. Souvent, c'était du lundi au vendredi. Aujourd'hui, samedi et dimanche, il y a aussi un peu de sport. Donc, j'ai une bonne fréquence de travail avec beaucoup plus de mouvements polyarticulaires de base et tout ça. Enfin, en tout cas, de charge libre, avec de l'isolation aussi, mais beaucoup de charge libre, parce que j'ai pas de machine à la maison. Enfin, très peu, en tout cas. Seulement les choses qu'on peut avoir dans un petit home gym transportable, quoi. Et donc, voilà. Bon, je m'arrête ici. Joyeuse Pâques à tous. Mangez des légumes verts. N'accusez pas trop les autres. Devenons un peu responsables. Moi, j'ai encore des efforts à faire là-dessus sur des sujets dans ma vie. Mais en tout cas, là où je suis devenu responsable, c'est au moins sur une chose, c'est mon tour de taille et l'activité physique et la connaissance, d'apprendre à lire et tout. Et j'ai vraiment envie d'appuyer vraiment là-dessus. Lisez. Je sais que ça peut être compliqué et je me rends compte autour de moi, personne ne lit. Je n'ai même pas une seule personne dans mon entourage proche, à part des personnes d'une autre génération que moi, c'est-à-dire des parents, des oncles, des tantes, des choses comme ça, avec qui je peux parler de lecture. Personne ne lit, personne. Alors je pense que vous qui m'écoutez, vous lisez plus parce que souvent les personnes qui écoutent des podcasts sont des personnes qui ont plus de concentration et plus d'attention que la moyenne des gens. Donc bravo. Donc vu que vous avez ce trait de caractère, que vous l'avez développé, vous êtes aussi capable d'écouter un livre audio, vous êtes aussi capable de lire un livre parce que vous avez réussi à développer dans un monde où la concentration baisse, vous avez réussi à développer une forme de concentration un petit peu plus pointue. Donc un livre pour vous, ça redevient quelque chose de possible. Mais pour tous ceux qui ne lisent pas, franchement, lisez. Ça fait un bien fou. Moi, il y a eu plein de révélations, entre guillemets, des choses qui se sont mises à résonner en moi quand j'ai lu certains philosophes, certains bouquins, enfin voilà, X ou Y. D'ailleurs, vous voyez, si vous recevez ma newsletter VIP, oui, parce que les VIP ont aussi une newsletter à eux tous les vendredis. Je mets souvent des citations des bouquins que je lis, etc. Et souvent, c'est pas que des bouquins de santé ou de muscu, il y a aussi pas du développement personnel, beaucoup plus de la philo, de l'histoire, même parfois des romans et tout. Et ça apporte beaucoup. Honnêtement, franchement, ça apporte vraiment beaucoup. Vous voyez pas le monde de la même façon. Vous n'êtes pas équipé de la même façon lors d'un débat quand vous parlez à quelqu'un. Vous faites moins avoir sur des choses. Vous avez une réflexion moins, moins orienté par le jugement des autres. Je sais pas, il y a une forme de développement qui se crée quand vous vous mettez à lire pas mal. Et je sais pas si moi je fais moins de fautes d'orthographe, mais je crois pas. Je me rappellerai toujours quelqu'un qui me disait tu vas apprendre à faire moins de fautes, lis. Bon, j'ai pas vu forcément la différence. Peut-être que mon discours a changé, mais en tout cas, je vois pas réellement la différence. Je dois vraiment faire des efforts pour essayer de pas faire de fautes. Enfin, en fait, vous savez quoi, mon gros problème, c'est que je ne me relis pas. Donc du coup, quand je vous produis un contenu, souvent je fais entrer, je clique, ça part. Et quand je me relis, je fais oh de Dieu toutes les fautes que j'ai fait. Et puis après, je fais écoute, ça passe ou ça casse quoi, en gros. Et je sais que certains le prennent comme un manque de respect, mais non, c'est parce que je suis tellement animé par mon contenu que j'ai envie de le lancer et tout. Et c'est pas du tout le cas. Hein. C'est parce que c'est des fautes d'inattention en fait. Donc voilà, aujourd'hui il y a des correcteurs et tout, j'en utilise de temps en temps.
Mais bon, ça remplacera pas une bonne relecture par l'auteur, quoi. Bref, je m'arrête ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une super semaine, un peu plus courte que d'habitude, et restez en forme. Salut. Non, non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.